ont tous un rôle à jouer. Alors, je vais me tourner. Alors, je vais présenter peut-être déjà l'Assemblée autour de moi. Donc, tous les quatre sont, donc, comme je le disais, représentants de ce collectif éthique sur l'étiquette. Donc, nous avons Odile Cinquin, Hélène Noté, Paul Plagne et Guy Roch. Et justement, je me tourne vers Guy pour l'inviter à nous donner un peu plus d'informations sur ce collectif éthique sur l'étiquette. Merci, merci, un grand merci aux organisateurs de cette soirée. Merci à la MJC de Chenauve qui nous accueille et qui nous permet ce soir de débattre d'un problème très grave et dont le film aura certainement interpellé énormément de gens sur des thématiques diverses, la place de la femme dans le pays, la production de nos vêtements, puisqu'il s'agit de cela ce soir, du commerce international, du commerce mondial, des multinationales. Alors effectivement, les vêtements que nous portons, en grande majorité, sont fabriqués ailleurs. Ils sont transportés, et on a pu s'en rendre compte avec l'incident du canal de Suez, où un porte-container qui contenait 20 300 et quelques containers de 20 pieds a été immobilisé et a affolé une partie de l'Europe et de notre pays. Les multinationales ont délocalisé leur production vers les pays à bas coût de main-d'œuvre. Quand on dit ça, on pense surtout à nos pays occidentaux, mais il faut savoir que les Chinois délocalisent aussi, parce qu'ils trouvent qu'il y a des pays où ils peuvent produire moins cher, et donc nous envoyer leur production fabriquée en Érythrée, en Éthiopie ou ailleurs. Cette mondialisation dérégulée multiplie ses filiales, multiplie les sous-traitants, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement où c'est fabriqué. Il a fallu l'incendie du Rana Plaza pour qu'effectivement on découvre dans les décombres de l'incendie des étiquettes de Tex, la marque de Carrefour, ou d'Auchan ou de H&M. Cette dérégulation entraîne des conditions de travail, des conditions sanitaires déplorables et a des impacts énormes sur l'environnement. C'est pour ça qu'en 1995, des organisations non gouvernementales, syndicales, se sont regroupées pour créer un collectif qui s'appelle donc Éthique sur l'étiquette et qui comprend une vingtaine d'organisations syndicales, ONG, CCFD, Oxfam, Sherpa, Amis de la Terre, etc. Elles ont pour objectifs principaux sensibiliser l'opinion publique et les citoyens sur les conditions de travail dans tous ces pays, en particulier le Bangladesh, qui a été le sujet du film de ce soir. Sensibiliser l'opinion publique pour la responsabiliser vis-à-vis de ses achats, que ce soit d'acheter un smartphone, d'acheter une paire de tennis, d'acheter un t-shirt ou d'acheter un lave-linge ou de la vaisselle. Deuxièmement, interpeller les pouvoirs publics pour les contraindre de faire respecter les droits humains au travail et les droits de l'environnement afin que ces grandes enseignes, les donneurs d'ordre, modifient leurs pratiques. Enfin, soutenir évidemment les travailleurs de ces pays-là dans leur lutte pour un salaire vital, pas simplement un salaire SMIC, mais un salaire vital, et de les aider, de relayer leur lutte, mais également de leur apporter soit des soutiens techniques, soit des soutiens associatifs, mais surtout de parler d'eux, de parler de leur lutte, afin que, effectivement, peu à peu, les consommateurs, les pouvoirs publics et également les autorités de ces pays-là changent leur attitude et créent des lois qui sont favorables aux travailleurs et qui protègent également l'environnement.
comme vous le voyez sur la fenêtre de présentation, vous avez public un chat qui apparaît sur la droite de l'écran. Donc n'hésitez pas, certes, on n'est pas dans l'interaction habituelle de notre salle de projection, mais vraiment n'hésitez pas à nous adresser des questions qu'on aura plaisir à découvrir en direct et à retransmettre directement à nos intervenants. Alors, ce film, Made in Bangladesh, j'ai envie de dire très beau sur la forme, mais dur sur le fond. Je vais me tourner vers Paul cette fois-ci. Donc Paul Plagne, également bénévole investi au sein de ce collectif. Est-ce que ce film est le reflet, selon vous, d'une réalité au Bangladesh ? On hésite des fois entre la dimension fiction, la dimension documentaire. Et selon vous, les images, notamment lorsque l'on est investi, impliqué dans ces ateliers, qu'on imaginerait presque clandestins au regard de leur installation électrique un peu vétuste, est-ce qu'on est proche de la vérité, Paul ? Bonjour à tous, d'abord. On est proche. Je crois qu'il y a pire. Je crois qu'il y a pire parce qu'ici, nous sommes dans un petit atelier, 68 ouvrières. C'est un local qui apparaît relativement propre, bien sûr. Il y a du bruit, bien sûr. Il y a l'électricité. On ne sait pas comment elle passe. Pour revenir au film, on a donc Chimu, 23 ans, marié. Chimu travaille dans cette usine de textile à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Il y a 4 millions de personnes qui travaillent dans le textile actuellement, peut-être plus. Une très grande majorité de femmes. Les conditions de travail, puisque la question qui était posée portait là-dessus, les questions de conditions de travail sont effectivement déplorables. Et je le reprécise, là on a un petit atelier, il y en a 4500, 5000 au Bangladesh, parfois avec 100, 150, 200 personnes. Alors, quand on parle de conditions de travail déplorables, tout d'abord, les conditions de travail sont dangereuses. Le film, il démarre par l'incendie dans l'atelier. Les installations électriques sont souvent défectueuses. Les sorties de secours, quand elles existent, sont particulièrement mal organisées, voire même parfois obstruées. Il n'y a pas toujours d'alarme. Et vous avez vu dans le film l'alarme, parce que l'issue de secours, il n'y en a peut-être pas, mais l'escalier est étroit, donc c'est la ruée. Et enfin, souvent dans des immeubles inadaptés, l'exemple du Rana Plaza, alors je crois qu'il y a des photos qui vont être présentées. L'exemple du Rana Plaza, il y a combien ? Il y a 8 ans maintenant, est particulièrement explicite. Des dizaines d'ateliers dans un immeuble qui au départ étaient des immeubles de bureaux. Le poids des machines, la trépidation, l'immeuble s'est écroulé. Et plus de 1100 morts, des milliers de blessés, vous voyez les photos. Alors, à côté, le danger que peut présenter ces conditions de travail, ces ateliers, il y a les cadences infernales. Parfois même, vous l'avez vu dans le film, on ne s'arrête pas de travailler parce qu'il faut fournir les t-shirts, donc on y passe une partie de la nuit, et les ouvrières sont obligées de dormir sur place. Il y a le harcèlement. Alors, je vous interromps, Paul, mais ça, donc ça c'est quelque chose qui existe et ça semblait accepté de la part des femmes qui travaillaient. Je crois qu'elles n'ont pas trop le choix. Je
crois que c'est dramatique, mais à certains moments, d'abord dans les réparties, certaines disaient oui, avec ton syndicat, l'usine va fermer et je n'aurai pas de boulot. Donc on est toujours dans cette difficulté. C'est des conditions de travail difficiles, c'est des conditions de harcèlement, de cadence infernale, mais c'est un petit revenu. Voilà. Un peu sur les conditions de travail, on le reverra après avec le problème de l'action collective. Bien, merci Paul donc pour nous faire un peu plus rentrer dans cette dimension conditions de travail. Maintenant, une autre dimension. Pardon ? Est-ce que vous voulez que je parle des salaires? Parce que... Ah, ça, je crois que c'est aussi une dimension importante pour que tout le monde ait bien conscience, effectivement, des salaires de ces ouvriers et ouvrières. Alors, on a des salaires qui sont vraiment très bas. Dans le film, il est question de 5600 takas. Je crois qu'il y a eu une légère augmentation ces derniers temps, puisqu'on est à 8000. Mais même 8000 takas, ça fait 82 €. Donc, vous voyez les comparaisons avec ce qui peut exister dans nos pays, même s'il y a de très bas salaires. Ils sont très insuffisants. Les organisations syndicales et les mouvements collectifs qui sont présents dans tout le sud-est asiatique où il y a beaucoup de fabrication textile ont élaboré pour chaque pays ce qu'ils appellent un salaire vital. Guy en parlait, c'est-à-dire un salaire qui permette de vivre, payer un loyer, manger, enfin vivre... quand il y a des enfants, s'occuper des enfants. Oui, les besoins essentiels ont déjà du mal à être voilà. atteints. Alors, vous allez avoir, je pense, une photo d'un maillot de l'équipe de France. Alors, ce maillot, alors il va apparaître, je pense. Il indique quelle est la part qui revient aux différents intervenants quand on vend un maillot à 85 €. Alors 85 €, c'est le prix de vente, le voilà, c'est le prix de vente dans un commerce classique. Alors, le salaire de l'ouvrier qui apparaît, je ne sais pas si vous l'apercevez parce que c'est peut-être petit, le salaire de l'ouvrier, il est de 60 centimes d'euros, c'est-à-dire qu'il représente 0,7% du prix du maillot. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Eh ben voilà, de ce que ça représente. L'ensemble des coûts de fabrication, c'est-à-dire tout ce qui est lié non pas à l'atelier, mais tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y a aussi le transport, ça représente 5 €. Les taxes et impôts, 14,50 €. La marge de la marque, ils ne font pas grand-chose, hein, qui est de 29,60 € et qui représente pour la marque, en général, presque la totalité de bénéfices. Et enfin, la marge distributeur, vous avez tout à fait conscience que le magasin qui vend, il a une grosse marge, c'est 35 €. Mais je reviens, 60 centimes d'euros, ce qui nous fait dire que des augmentations de salaire sont tout à fait possibles, mais on est dans un système mondialisé, donc c'est particulièrement difficile de peser pour que les salaires augmentent. Mais c'est un exemple des plus éloquents, puisque là, on constate, si mes calculs sont bons, qu'on est à peu près à 1% de la valeur du produit. Ouais, c'est éloquent et assez terrible à entendre.
Alors, merci en tout cas de ces éclaircissements. On revient sur le film, donc Made in Bangladesh. Je disais dur, très fort, très beau aussi. C'est un peu ce contraste entre la beauté des habits portés, les couleurs extrêmement contrastées, chatoyantes, et puis la misère dans laquelle se trouvent tous les protagonistes du film, en tout cas la très grande majorité. Et pour nous, un des points importants de ce film était son héroïne. Et derrière son héroïne, j'ai envie de dire, la condition de la femme. C'est vraiment une dimension à laquelle nous sommes très attachés à la MJC de Chenôve. Il y a moins d'un mois, nous célébrions, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y avait cette journée, le terme célébrer n'est certainement pas bien approprié, mais en tout cas, excusez-moi de cette formule, mais en tout cas, nous avions la journée internationale des droits de la femme. Et au sein de notre structure, c'est vrai que c'est une journée importante pour nous. J'ai pas envie de dire non plus de valorisation, c'est pas le terme, mais en tout cas plutôt de mise en évidence de démarches, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sociétales, comme c'est le cas ici, vraiment de recherche, bien évidemment, de l'égalité et de promotion de toute initiative qui nous emmène à cette égalité. Et justement, je vais me tourner vers Hélène et vous questionner, Hélène, sur la place qu'occupe Chimou, j'ai presque envie de dire aussi la place qu'elle s'octroie, puisqu'elle elle est très courageuse, elle est jeune, elle est courageuse, elle est un peu instruite, un peu éduquée, elle le dit au début du film, mais surtout, elle ose. Elle ose, elle va contre la société qui lui octroie une place, elle va contre ses dirigeants qui la cantonnent bien sûr à un rôle uniquement d'ouvrière. Elle va jouer un rôle aussi face à son mari, face à la religion aussi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là encore sur, je dirais là encore, la question que je portais, je questionnais tout à l'heure Paul sur est-ce que ce film est proche de la réalité et la condition de la femme justement dans ces pays en voie de développement, leur émancipation aussi à travers le travail. Voilà. Et si vous pouvez nous éclairer, Hélène, sur cette dimension. Je ne sais pas si je vais vous éclairer, mais je pense que le film donne une idée... Approchez-vous du micro, Hélène, s'il vous plaît. Merci. Je pense que le film donne une idée bien précise de la situation des femmes, pas forcément à travers Chimou, hein, mais à travers l'ensemble des femmes qui sont montrées dans ce film. Parce qu'on est dans une société qui est vraiment prégnante pour les femmes, une société patriarcale et surtout machiste. Ça commence avec le père, alors on ne le voit pas le père, c'est à travers la belle-mère qui veut marier sa belle-fille parce qu'elle doit la déranger, très jeune, mais il y a des mariages encore plus jeunes, hein. On a parlé de mariage de 11 ans. Hein. Elle, on veut la marier à 13 ans avec quelqu'un de 40 ans. Hein. Et elle n'a rien à dire, sauf à se sauver. Hein. Ensuite, il y a le mari. On reviendra après sur chacun. Hein. Le mari qui doit donner son autorisation. Ensuite, le chef d'atelier, le patron, l'employé du ministère qui doit être assez haut quand même dans la hiérarchie, mais qui n'est pas le ministre. En fait, ces femmes, elles ont quand même à subir la pression de tous ces hommes-là, qui ne sont pas très nombreux dans le film, mais ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Hein. Et c'est vrai que Chimou, c'est... d'après la metteur en scène qui était venue à l'émission d'Elisabeth Quint sur Arte 28 minutes, elle avait montré une situation réelle. C'est vrai que cette femme, elle a monté ce syndicat, elle a été très courageuse, elle a eu beaucoup de difficultés, bien sûr, mais ça n'est pas quand même... c'est très encourageant, c'est très optimiste pour le spectateur qu'on est de voir ces femmes qui sortent de cette soumission. Hein. Mais c'est peut-être pas le cas général. Voilà. Hein. Oui, elle est courageuse.
Elle est convaincue, elle est convaincante aussi, puisqu'elle arrive justement à Oui, rassembler oui. autour d'elle. Mais dans sa vie, elle a quand même pris la décision de fuir déjà à 13 ans. Hein. Elle a été aidée par une tante, c'est vrai, mais elle a quand même connu l'usine, une usine dans laquelle, enfin une usine chimique, hein, où elle était malade. Ensuite, elle a fait des ménages. Ensuite, 2 usines avant de tomber dans celle-là. Son mariage, on a l'impression qu'elle a choisi son mari. On a l'impression que c'est un mariage quand même pas imposé, en tout cas, même si le mari n'est pas tout à fait sympathique. Hein. Mais au départ, on a bien Voilà, la l'impression relation qu'il y a une semble certaine saine. tendresse, hein, bien sûr. Hein. Lui, semble saine, sauf que lui, il a l'air quand même de bien accepter l'argent qui vient de sa femme. Son orgueil est blessé quand même, hein, et c'est souvent par orgueil qu'il réagit, mais il réagit vraiment très fort. Et quand il lui dit pour le syndicat, je ne t'ai pas donné mon autorisation, elle dit mais moi je travaillais, hein, j'apportais de l'argent, je ne t'ai pas donné mon autorisation et surtout reste humble. Hein, Oui, la femme, elle doit être reste à humble. Oui. Hein. ton statut. Il faudrait maintenant voir un film sur l'évolution de la mentalité des hommes, peut-être. Mm. Hein, parce que là, les femmes doivent se battre beaucoup. Alors, elle s'est battue. Ensuite, elle est quand même un appui pour ses collègues. On vient la voir, elle est pleine d'affection pour celles qui souffrent, qui ont des problèmes. Elle se préoccupe de cette dame qui a perdu sa fille au cours de l'incendie et elle voudrait bien qu'elle touche quelque chose. C'est vraiment, elle est dans la solidarité, et elle est active dans la solidarité. Hein. C'est pas n'importe qui, Chimou. Hein. Tout à fait. Alors justement, on va rebondir sur cette dimension. Alors au départ, on part de sa situation individuelle, mais comme vous le dites, il y a très vite cette dimension collective et cette prise de conscience que on peut s'en sortir, mais si la démarche est collective, partagée par d'autres. Et c'est justement la force du syndicat qui, en tout cas, cette notion qui va s'imposer. Elle est aidée en ce sens par une association qui conseille, qui accompagne ces femmes et qui les invite à se constituer en syndicat. Alors je vais me tourner vers Guy de nouveau pour justement l'interpeller sur cette dimension. C'est Paul. J'interpellais Guy, mais oui, c'est Paul, excusez-moi. C'est Paul, sur cette dimension de syndicat au Bangladesh et plus globalement dans ces pays en voie de développement. La réponse qu'apporte le film, c'est une réponse collective, mais c'est une réponse collective qui surgit, qui peut se créer parce qu'il y a des problèmes vécus par des personnes qui deviennent insupportables. Le décès de cette ouvrière lors de l'incendie, j'allais dire la situation dramatique dans laquelle se trouve la maman de cette ouvrière, amène un groupe de femmes. Chimu joue le rôle un peu de catalyseur à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Elle découvre qu'effectivement, il y a déjà des lois, mais encore faut-il que les lois puissent être appliquées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le mot qui est habituellement utilisé, c'est le syndicat, mais ce qui est important, c'est l'action collective. C'est se dire que face à des injustices graves, à des conditions de travail insupportables, il faut se battre pour faire avancer le droit, améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans un pays comme le Bangladesh? Alors, c'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays
qui est presque maintenant autour du textile comme seul revenu. Donc c'est une situation particulière. Mais on voit bien comment c'est difficile pour passer à cette organisation collective. Je citerai que 3 exemples qui ressortent dans le film. C'est le blocage de la bureaucratie, certainement un blocage qui a pour objectif effectivement d'éviter la formation du syndicat qui est reconnue par la loi. Ensuite, des liens étroits entre le pouvoir en place et le patronat, mais ça, c'est pas particulier au Bangladesh, hein. Je pense qu'on le retrouve dans la plupart des pays. Donc, peut-être plus exacerbé, effectivement. Oui, ces liens, ils existent. C'est pas la peine de se cacher la face. La différence, c'est que dans des pays comme le Bangladesh, j'allais dire, le licenciement, la perte de l'emploi, enfin licenciement, je ne sais même pas si c'est le mot qui convient, parce qu'on met les gens dehors. On voit bien que le droit du travail est très largement bafoué. Ça ne s'applique pas. Et puis, les pressions patronales, là, on les voit très bien. Les pressions patronales, fouillent des objets personnels. Ensuite, tentative de dénoncer toute action collective en disant ouais, le syndicat, ça ne sert à rien. Et enfin, la tentative pour acheter la responsable. Je vous donne de l'argent, mais vous arrêtez, quoi. Alors, moi, je crois que ces avancées, elles sont réelles. Elles seront d'abord le fait des salariés de ces pays-là. C'est pas depuis la France ou les pays dits industrialisés, qu'ils sont de moins en moins. On peut soutenir, c'est ce qui se fait, je crois, un peu dans la plupart de ces pays-là. Mais moi, je terminerai, je suis un peu comme Hélène. Je trouve que c'est une démarche optimiste. On ne sait pas ce qui va se passer une fois que le fonctionnaire a signé l'existence du syndicat. Chacun peut voir faire sa la propre suite interprétation. Comme il veut. Mais moi, je pense que la réalisatrice, elle a apporté un peu d'optimisme dans cette lutte. Il y a des licenciements, il y a des morts, il y a des personnes qui se retrouvent peut-être à faire le trottoir, comme on voit. Mais moi, je suis assez impressionné par ce travail à la fois personnel de Chimu et collectif par ces femmes, ces travailleuses qui sont autour d'elle. C'est vrai, alors cette fin forcément interroge. Elle est d'ailleurs, je reste toujours, je n'ai pas de réponse et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Peut-être que ce film appellera une suite. C'est peut-être aussi ce que l'on peut souhaiter, en tout cas, souhaiter qu'elle soit positive. Mais effectivement, le choix, c'est un parti pris de la réalisatrice. Je l'ai dit en introduction, mais une jeune réalisatrice d'à peine 40 ans, donc aussi, c'est à souligner, une femme qui a pris aussi des risques. Je ne sais plus si je le disais en introduction, mais ce film a été tourné aussi, il ne fallait pas que ça se sache, ça a été fait dans une usine désaffectée où ils ont emmené du matériel pour le faire. Donc aussi, on comprend, comme vous le stipuliez, les liens étroits entre le monde industriel et le pouvoir, et on sent bien que c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire, à mettre en lumière. Et cette héroïne, sa démarche personnelle, on va dire, s'arrête là avant que ne se déclenche la démarche collective que l'on souhaitera pérenne et positive, bien évidemment, pour l'ensemble des ouvrières. Ce que j'ajouterais bien, c'est qu'on a vécu dans un pays comme le nôtre des luttes syndicales
un peu de même nature il y a 100 ans, 150 ans. Mais dans la plupart des cas, c'était des hommes qui les menaient. Et là, les hommes, ils sont out. C'est vraiment un combat de Chimu, de ses collègues de travail. C'est vraiment une lutte de femmes. Et il faut s'en féliciter, c'est pour ça qu'on était et que l'on est heureux de mettre ce film en avant. Alors, on est interpellé, et je m'en félicite, par des spectateurs. Alors, comment on les appelle? Internautes, spectateurs. Et je vais lire la question de Théo, qui est une question qui me semble très très pertinente et qui va me faire le lien, là, cette fois-ci, avec Guy. Je vous la lis en direct. Donc, quel pouvoir peut avoir un consommateur à faible revenu face à la mondialisation du commerce alors que les produits éthiques ne sont pas forcément abordables? Alors ça, on parlait en introduction effectivement de notre rôle de consommateur, citoyen, j'ai envie de dire consommateur. Et effectivement, cet aspect de produits éthiques, mais souvent, comme c'est très bien dit, pas forcément abordable. Comment nous positionner, alors aussi sur le fait que ce soit un consommateur à faible revenu? Est-ce qu'on peut agir? Et est-ce que tout le monde, quel que soit son statut et son revenu, peut agir? Donc, parole à Guy. Très bonne question, à laquelle nous avons évidemment réfléchi, parce que face à ce problème-là, à cette dérégulation mondiale du commerce et des productions, effectivement, la première chose que nous avançons quand nous débattons avec des gens, c'est que, premièrement, ne pas culpabiliser les gens qui se précipitent vers des enseignes à bas coût. On n'a pas le droit, parce qu'il y a trop de gens en difficulté, il y a trop de gens précaires, et on ne va pas les culpabiliser avec nos discours quand ils vont remplir, à la rentrée scolaire en particulier, parce que ça, je l'ai vérifié en faisant le tour d'un certain nombre de grands magasins, on ne peut pas faire de la morale, entre guillemets, et demander à ces gens de consommer autrement, parce qu'ils sont dans des difficultés financières telles que, dans le moment, elles sont peut-être obligées de passer par là. Et c'est vrai qu'une fois, je faisais mon petit tour de militant d'éthique dans une grande enseigne du centre commercial de la Toison d'Or, et j'ai acheté un t-shirt. C'était le plus bas prix qu'il y avait, 2 €. Et lorsque je suis arrivé à la caisse, on m'a fait encore 50 centimes de réduction. Donc, ce t-shirt m'a coûté 1,50 €. Et j'ai du plaisir chaque fois qu'on va dans un lycée de citer cet exemple en interpellant les élèves en leur disant « Mais vous vous imaginez un t-shirt acheté 1,50 €, une famille va peut-être se dire on va en acheter 5 ou 6, ça fera tout le trimestre. Mais aussi, qu'est-ce que les ouvriers, les ouvrières ont pu gagner quand on sait le coût du transport, le coût de la fabrication, le coût des matières premières. » Ce que l'on a vu tout à l'heure à travers le maillot de l'équipe de France. À travers le maillot de l'équipe de France. Vis-à-vis de la consommation, étant annoncé ce premier point. Deuxième point, il faut aussi que face à la mode jetable, qu'on propose une mode économe. Économe au sens de durable. Et cela passe peut-être aussi par l'éducation. L'éducation que les parents peuvent faire en faisant les courses avec leurs enfants, avec les ados, avec leur famille, mais aussi qu'on peut faire, nous, que nous faisons, que nous essayons de faire dans les interventions dans les lycées, c'est-à-dire essayer d'éduquer à la résistance consumériste par rapport à ça. Et c'est valable pas simplement pour le t-shirt,
ça peut être pour les tennis, ça peut être pour les smartphones, ça peut être pour la trottinette, ça peut être pour le vélo électrique. Ensuite, on peut s'orienter aussi vers les boutiques solidaires. On peut s'orienter vers les boutiques de seconde main qui effectivement récupèrent cet abondant textile qui est en surplus, qu'on dépose dans les containers d'Emmaüs, de Relais, du Secours populaire et autres. Et on peut trouver effectivement et s'habiller à moindre coût et très bien. C'est d'ailleurs, je me permets, Guy, on est interpellé par un spectateur ou une spectatrice qui nous cite les vêtements d'occasion permettent de donner une autre vie à des vêtements à bas prix. Donc effectivement, voilà, ça c'est corrobore ce que complètement votre propos. C'est ce que nous proposons dans nos débats. Ensuite, il faut pousser les autorités, les pouvoirs publics à relocaliser un certain nombre de productions. Parce que effectivement, on a tellement délocalisé, et on le voit bien avec la crise de la pandémie, à quel point on est devenu tellement dépendant qu'on est devenu vulnérable. Et donc, il faut absolument qu'un certain nombre de produits peuvent être fabriqués chez nous, et donc on va réduire des coûts de transport, on va réduire des investissements à l'étranger, et nous pourrons ainsi faire des produits de qualité à des prix tout aussi abordables. Enfin, dernier point, on peut repérer des enseignes qui commencent effectivement à avoir des comportements un peu plus éthiques. Elles l'ont bien compris, c'est aussi une façon pour elles de rester dans le coup et de pouvoir continuer quand même de gagner d'argent, donc de faire attention effectivement aux conditions de salaire, et Odile en parlera tout à l'heure, d'être vigilante par rapport à la loi sur le devoir de vigilance, effectivement, et on voit naître de nouvelles enseignes. Il y a une enseigne néerlandaise qui s'appelle Zeeman, qui s'est déjà bien implantée en France puisqu'elle a 295 magasins, qui va encore en ouvrir alors qu'on est en pleine période, soi-disant, de récession, mais qui sont des magasins à bas prix et à bonne qualité, et dans des villes de 40 000, 50 000 habitants. Pas des grandes villes, pas des hypercentres commerciaux, parce que les gens veulent aussi des choses proches de chez eux, qui soient de qualité et de prix abordables. Donc il y a un certain nombre de voies, et il n'y en a pas qu'une qui est dominante et qui peut nous satisfaire complètement. Il y en a plusieurs. C'est à nous, selon notre milieu social, selon notre éducation, selon nos possibilités financières, de faire les choix qui s'imposent pour nous à un moment donné de notre vie, qui ne seront peut-être pas les choix que nous ferons demain à un autre moment de notre vie. D'accord. Merci Guy pour cet éclairage. Et effectivement, c'est important, comme vous l'avez dit, cette diversité de situations et pas, on va dire, un discours monolithique, si je peux me permettre. Et vous l'avez très bien dit en introduction, surtout de ne pas culpabiliser. Alors nous sommes aussi interpellés par Dom, donc je présume que c'est Dominique, de Selonget. Alors c'est un petit clin d'œil parce que le point de Selonget fait partie de notre réseau de circuits itinérants qui s'appelle le circuit des tourneurs de Côte d'Or. Et merci, parce que je sais que justement la force de cette séance, c'est aussi qu'on peut concerner tout le territoire de Côte d'Or et même plus, qu'on est également en Franche-Comté. Et merci encore à la plateforme La 25e heure et au Festival Diversité de le permettre. Alors il y avait deux interrogations de Dominique, vous y avez répondu. Guy, que porte l'association comme éthique du consommateur? Voilà, ça a été abordé. Une autre, j'ai presque envie de dire qu'il m'enlève la question de la bouche, j'y avais pensé, mais c'est important, quand vous faites ces interventions scolaires, on sait le poids aujourd'hui des réseaux sociaux, l'influence des marques, les jeunes générations sont vraiment noyées, il y a le poids, comment exprimer le poids de la société, du regard des autres,
est difficile de se différencier pour ces collégiens, ces lycéens. Comment reçoivent-ils vos messages? Ils sont-ils réceptifs sur le moment? Est-ce qu'ils comprennent la situation? Est-ce qu'ils le rejettent? Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite s'emparer de cette question? Odile. Alors, je vais rapprocher le micro, Odile. Donc, je crois que les jeunes, effectivement, attachent beaucoup d'importance à leur image, mais aussi de plus en plus ces derniers temps, et heureusement, à leur environnement et à l'état de la planète. Et l'industrie du coton, par exemple, est une des plus polluantes tout de suite après le pétrole. Et ça, c'est un message qui passe bien. Le gaspillage en termes de vêtements, quand on explique le nombre de vêtements qui ne peuvent même pas être recyclés, qui sont parfois renvoyés dans les pays qu'on appelait du tiers-monde pour finalement finir sur des décharges. Enfin, ce gâchis inouï qui ne fait qu'aggraver la situation de la planète, ça, les jeunes, ils sont très, très sensibles. Et par ce biais-là, ils entendent tout à fait notre message quand on les invite, comme le faisait un peu Guy, à dire stop à la surconsommation. Je crois aussi que petit à petit, la prise de conscience se fait que s'acheter, avoir des armoires qui débordent de vêtements n'apporte pas le bonheur, loin de là, et qu'il y a d'autres valeurs à mettre en avant. Donc, dans toutes les interventions que nous faisons en collège et lycée, il y a une grande adhésion à ce message qu'on essaie de faire passer. Et je vous dis, cette dimension environnementale est très, très importante. Et ce sont donc lycéens et collégiens. Oui, la semaine prochaine, avec Hélène, nous serons à Charles de Gaulle pour faire une animation sur le coton auprès de classes de SVT qui se préoccupent beaucoup de biodiversité, de déforestation, etc. Et c'est très facile de faire le lien entre les conséquences, la mer d'Aral qui a disparu à cause de la culture du coton, etc. Ce sont des messages forts auxquels les lycéens sont encore, je pense, plus sensibles qu'à leur image de marque, qu'à l'image que leur donnent leurs vêtements ou leurs baskets. D'accord, donc plutôt un message d'espoir, en tout cas, vers ces jeunes générations qui sont sensibles à ce discours. On ne sait pas trop comment... on n'a pas de... Près du micro, Hélène. On n'a pas de retour sur leur comportement, après, en tant que consommateur. Mais on pense avoir quand même semé une graine pour leur réflexion, dans leur situation de consommateur, de futurs même de consommateurs, parce qu'ils sont déjà très consommateurs. On ne sait pas oui, trop. Comme vous dites, c'est vraiment quelque chose que l'on plante et qui va se développer. Oui, et ce discours, effectivement, on y est tous, je l'espère, sensibles aujourd'hui. Enfin, tous, c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, ce message autour de l'environnement, cette dimension écologique est quand même bien plus présente aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 20 ans en arrière. C'est vrai qu'ils sont très, très réceptifs. Ils aiment beaucoup ce genre d'intervention et de messages. Après, il faut mettre en pratique. Voilà. Alors, il y a une notion également très importante que vous venez d'aborder, Odile, et je vais vous retransmettre très vite la parole. C'est cette loi du devoir de vigilance qui est, si je ne me trompe pas, au départ un peu une spécificité française, mais dont on peut se féliciter puisqu'elle commence à se développer, à se propager en Europe. C'est important, cette dimension européenne, c'est même essentiel pour une vision plus égalitaire, plus unitaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur cette loi? Oui, je vais essayer. Alors, ça s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Et j'ai envie de citer en introduction une phrase d'Olivier Petitjean, qui est journaliste et militant associatif et qui a écrit un petit livre sur cette loi. Il dit « C'est l'histoire d'une longue marche et d'un petit pas en avant, d'un acquis modeste qui est aussi un grand changement radical de modèle, d'une victoire sans doute partielle et précaire contre les puissants, mais décrochée de haute lutte,
C'est l'histoire d'un pied mis dans la porte. Et effectivement, il parle de haute lutte et de longue marche. C'est une longue marche qui a duré 4 ans. Les prémices, le début du processus se situe même un petit peu avant la catastrophe du Rana Plaza qui a été évoquée. Cet événement a accéléré le processus. Elle a été portée, et ça c'est quand même original dans le domaine des lois, par la société civile à travers les Amis de la Terre, Éthique sur l'étiquette, Action Peuple Solidaire, voilà, 6 ONG investies dans les droits humains et la solidarité internationale, et 3 députés qui se sont battus. Une femme, une députée verte qui s'appelle Danielle Auroy, qui est venue il y a quelques années invitée par notre collectif dijonnais, et Dominique Potier et un autre qui ont travaillé main dans la main. Et je crois que c'est très très intéressant de voir comment ces différentes ONG, solidairement avec des députés, sont arrivées malgré les freins. On peut bien se douter d'où viennent les freins. Les lobbies patronaux ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour empêcher et pour vider aussi la loi, malheureusement, d'un certain nombre de points qui l'affaiblissent. Mais malgré tout, elle est là. Et on peut dire qu'elle essaie de mettre un terme. Là, on a apporté des panneaux. Là, je vois stop à l'impunité des multinationales. Le panneau qui est là-bas, oui. Ce sont des panneaux qu'on utilise quand on fait des actions de rue. On peut quand même dire que c'est une réponse qui va dans le sens de mettre un terme à l'impunité. Jusqu'à cette loi, il y avait un vide juridique qui permettait à une entreprise de polluer, il faut que je me dépêche, de polluer la planète et de bafouer les droits humains en toute impunité, j'allais dire en toute tranquillité. Et enfin, pour la première fois, il va y avoir une loi contraignante, même si, comme je disais, elle n'est pas aussi contraignante qu'on l'aimerait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle crée obligation à toute société mère et entreprise donneuse d'ordre d'identifier et de prévenir les risques humains et environnementaux liés à leur activité tout au long de la chaîne de production, c'est-à-dire depuis les sous-traitants, les fournisseurs, les filiales, etc. Tout au long, il y a une responsabilisation juridiquement depuis le début contraignante tout au long de la chaîne. Alors, comment ça se met en... Alors, je me permets encore, Odile, c'est important sur les points. Donc, la sécurité, donc les conditions de travail. La santé, la sécurité et puis l'environnement, mais pour ce qui concerne les droits humains, il y a aussi le droit de se syndiquer, les droits humains tels que définis dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, Et alors, quelles sont les entreprises qui sont concernées ? Toute société dont le siège social est en France, qui emploie au moins 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde, à travers justement les filiales, etc. C'est des gros groupes quand même. Ce sont des gros groupes et qui limitent extrêmement, en particulier dans le domaine de l'habillement. En fait, du coup, ça concerne relativement peu d'entreprises. D'autant plus que... Quand vous évoquiez notamment le lobbying effectué par certaines entreprises, je pense que ce seuil était certainement moindre au départ. Pense, alors là-dessus, j'ai pas de réponse et je pense effectivement, ça peut être une explication. Je sais pas exactement, mais tous les secteurs de l'économie sont concernés, y compris le secteur bancaire, le secteur minier, etc. Alors, comment l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise ? Il faut que je me dépêche. Qu'elle publie chaque année un plan de vigilance. Et dans son plan de vigilance, elle doit identifier tous les risques éventuels qui peuvent survenir tout au long de cette chaîne. Elle doit les identifier et énoncer des mesures qu'elle compte prendre pour prévenir des catastrophes comme un incendie, comme on l'a vu là. Et elle doit mettre aussi sur pied des mesures pour effectuer le suivi des mesures qu'elle pense de ces démarches.
Donc des actes forts. Voilà. Qui, alors, au risque peut-être de vous faire répéter, Oui. la mise en œuvre de cette loi. Oui. Alors, elle a été votée en mars 2017. Les entreprises avaient toute l'année 2018 pour mettre sur pied leur premier plan de vigilance. Et les poursuites judiciaires pouvaient intervenir dès 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de 2018 ? Alors, d'abord, il y a un gros problème, c'est que le gouvernement s'est refusé ou n'a pas été en capacité de fournir la liste des entreprises répondant à ces critères. Donc on est dans le flou absolu. C'est quelque chose que toutes les ONG réclament à Corée-Cri. On estime à peu près à 300 le nombre des entreprises qui pourraient être concernées. Dans le domaine de l'habillement, on pense tout de suite à H&M et Zara. Manque de chance, elles ont le statut de SARL. Et les SARL ne sont pas incluses dans le plan. Donc on voit tout de suite qu'on met le doigt sur des faiblesses. Hein. L'amélioration forcément à apporter. Voilà. Et on attend justement de l'Europe, du niveau européen où le combat se met actuellement, un renforcement des contraintes pour obtenir des résultats réels. Oui, et puis une uniformisation, parce qu'on évoquait avant la séance, on arrive à une situation un peu paradoxale où finalement les entreprises françaises seraient pénalisées si elles sont seules à être soumises. Vous reprenez les arguments des lobbies patronaux du MEDEF, de la FEP. Effectivement, c'était l'argument. On se tire une balle dans le pied, disait-il, par rapport aux autres pays. Mais entre-temps, il y a d'autres pays d'Europe qui sont en train de mettre sur pied des lois très proches de celles-là. Et puis, au niveau européen, les choses avancent assez vite. Et le 10 mars, il y a eu un vote très majoritaire pour un rapport qui devrait servir de base à une directive européenne. Maintenant, c'est à la Commission européenne de jouer. Et ce texte, qui s'appelle le rapport Wolters, du nom de la femme qui l'a présenté, a obtenu plus de 500 voix pour, une centaine de voix contre, ou 70, etc. Ce qui est un résultat tout à fait... il me semble. Oui, bah oui. Mais même la droite ou le centre droit a voté pour cette loi. Donc il y a un espoir de ce côté-là. Et actuellement, au niveau onusien aussi, l'idée c'est ensuite arriver au créneau supérieur. Et au niveau onusien, depuis 2014, il y a un groupe qui travaille, dont fait partie, j'ai envie de la nommer parce que Naïla Ajaltouni est la coordinatrice nationale de notre collectif. Une femme extrêmement engagée qui donne toute son énergie et sa jeunesse pour défendre la cause. Elle fait partie de ce groupe de travail. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné, puisqu'on est dans la mondialisation, il faudrait aussi qu'au niveau des lois, on ait une loi qui chapeaute toutes les autres. Et à ce moment-là, on ne nous parlera plus de concurrence illégitime selon les pays, etc. J'aurais eu encore d'autres choses à dire, mais je n'ai pas le temps. En tout cas, alors même si la soirée n'est pas encore terminée, il y a une question intéressante qui nous est arrivée. On est quand même sur des propos des fois difficiles, alarmistes, mais également des motifs d'espoir, j'ai envie de dire. On vient de terminer là-dessus. Les initiatives de syndicats, même si elles sont difficiles, on le comprend à travers notamment l'illustration du film. En tout cas, on se souhaite des avancées, des évolutions, même si elles se font à petits pas, mais des motifs d'espoir. Que grâce à cette loi, des victimes pourront attaquer, faire un procès, contrairement à ce qui s'est passé au Rana Plaza où la loi n'existait pas, où finalement les entreprises sous pression ont fini par verser des sommes, mais de leur bon vouloir, oui, alors que Benetton, maintenant, notamment, j'ai entendu. Benetton, Primark, etc., d'autres se sont fait beaucoup tirer l'oreille, en particulier Auchan, etc. Mais là, grâce à la loi, mais il y a une grosse faiblesse à la loi, c'est qu'une victime devra prouver, comment ça s'appelle, la charge
ce sera à la victime de prouver que l'entreprise n'a pas fait un bon plan de vigilance et ne s'est pas donné les moyens. Alors que dans la loi initiale, c'était à l'entreprise mise en cause de prouver qu'elle avait bien fait, ce qui est beaucoup plus facile. Tout à fait. Mais les moyens là, ne sont pas du tout... On a vu l'incendie avec cette jeune femme qui est morte. On imagine bien que la famille de la jeune femme, comment c'est possible, si la loi avait existé, qu'elle arrive à prouver se retourner contre l'entreprise X, Decathlon ou autre, voilà. Donc c'est beaucoup de faiblesses, mais là aussi le pied dans la porte, je trouve que c'est une image qui parle bien et on peut espérer, puisque l'idée est de donner un message positif, que les choses vont avancer dans le bon sens. Exactement. Avant de clôturer cette soirée, justement, une question aussi pertinente, de nouveau de Théo, qui nous avait déjà précédemment transmis une question. Donc, aujourd'hui, chaque achat est une décision morale. Quels labels peuvent garantir une consommation éthique? Est-ce qu'il existe des labels, des marques? Alors, on en a évoqué, Guy en a cité une tout à l'heure, mais compliqué aussi, parce que là, est-ce que ce sont des organismes extérieurs qui l'attribuent? Est-ce que ce sont les propres marques qui vont avoir un discours, on en connaît bien évidemment, autour de l'écologie notamment, autour des conditions de travail, mais je pense que l'impact environnemental, c'est souvent là-dessus, sur lequel les marques vont jouer, mais a priori, il n'y a pas de label. Le label officiel, c'est chaque... Il y a quand même sur le commerce équitable, mais vous êtes mieux placé que moi. Paul, il y a des labels, le micro, Paul. Il y a des labels de commerce équitable. Mais pas pour le textile. Il n'y a rien sur le textile. Non, aucun. C'est trop compliqué de suivre toute la chaîne. Le coton peut être équitable, mais la fabrication du vêtement, c'est compliqué. Dans un jean interviennent des pièces qui viennent de 18 pays différents, entre les rivets, la fermeture éclair, l'indigo pour la couleur, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc c'est presque impossible. Alors, puisqu'on parle du jean, on peut quand même dire qu'il y a une marque française de jean qui est tout à fait éthique. Ça s'appelle 1084, je crois, qui est fabriquée à Romans dans l'Isère ou dans la Drôme, hein. Voilà. Non, mais c'est chaque entreprise qui va se faire sa propre publicité, mettre en avant ses valeurs et ses pratiques. Mais malheureusement, c'est quelque chose. Ça aussi, c'est un processus lent et un jour ou l'autre, il faudra peut-être arriver effectivement à un label reconnu. Mais même dans le domaine non vestimentaire, il y a une multiplicité de labels qui fait que les gens s'y perdent complètement. Voilà, dans nos interventions, on apprend aux élèves à discerner les labels sérieux, valables, et puis les autres qui le sont moins. Hein. Donc voilà. Vous nous réinviterez pour parler de ça. Avec grand plaisir. Écoutez, on voilà une heure que l'on converse ensemble. Alors, par le biais de la plateforme, il est vrai que d'habitude, on a beaucoup plus d'interactivité avec le public, mais en tout cas, merci aux internautes, aux spectateurs qui nous ont adressé leurs questions. On espère bien évidemment y avoir répondu. On espère que cette discussion vous aura intéressé. En tout cas, je pense qu'elle aura emmené des compléments d'information très importants, une meilleure compréhension de cette vision globale, hein, cette mondialisation. On n'a pas souvent utilisé le terme, mais elle est tellement omniprésente maintenant. L'exemple du jean avec ses 18 provenances est un exemple assez éloquent. On va terminer cette soirée. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir et merci chaleureusement donc, aux 4 intervenants, donc Odile, Hélène, Paul et Guy. Merci pour vos apports. Il y a un site internet, bien évidemment, du collectif Éthique sur l'étiquette. Alors, site national. Alors, peut-être qu'il y a des ramifications régionales également. Est-ce qu'on peut dire qu'on recrute et Bien que sûr. nous sommes très
en attente de renforts, de sang neuf, de jeunes. Il y en a bien besoin. Parce mais il y avait 4 jeunes ce soir sur scène. Voilà. Mais un peu plus jeunes, ça serait pas mal non plus. Voilà, pour nous appuyer dans nos actions de rue, dans nos actions pédagogiques, dans les soirées qu'on organise. Voilà. Surtout qu'on a perdu notre coordinateur, qui est peut-être derrière son écran, là, Jacques, qui a porté à bout de bras le collectif depuis sa création et qui nous a quittés, mais on va essayer d'être à la hauteur. Voilà, mais il a pu vérifier qu'il a de bons successeurs et successeuses. Donc merci à vous pour votre participation. Alors des remerciements, on va en faire, ils sont très chaleureux parce que voilà, c'était vraiment une première pour nous, mais on espère que vous l'avez apprécié. Je suis honnête, il y a quelques semaines encore, faire une séance virtuelle, c'était compliqué, hein. Nous on a plaisir à accueillir les gens. Notre public fidèle connaît un peu les conditions d'accueil et ce n'était pas forcément dans notre ADN de faire une séance comme ça virtuelle. En tout cas, merci parce qu'on a pris plaisir à la construire avec vous. Un grand merci au Festival Diversité et plus particulièrement à son programmateur Sacha Marjanovic. C'est vraiment une très très belle initiative initiée par la MJC Centre Image de Montbéliard. On est avec eux depuis 2016. On a vraiment accueilli des séances splendides, très fortes, avec la participation souvent des équipes de réalisation. Là, vous avez su donner, vous quatre, une belle dimension. Merci à la plateforme La 25e heure par laquelle nous avons pu projeter le film et mettre en place cette rencontre avec le public. Bien évidemment, nous n'oublions pas le circuit des tourneurs de Côte d'Or, son équipe, Saïd, Fanny, auquel la MJC Centre Social de Chenôve est affiliée, et ses projectionnistes. On pense aussi à ces projectionnistes qui, pour l'instant, ne peuvent travailler. Nous remercions bien sûr la ville de Chenôve pour son soutien constant. Et puis un remerciement tout particulier, vous ne l'avez pas vu, mais il est présent avec nous, à Kevin Martin, qui est notre animateur multimédia et qui nous a fait un splendide emballage, mise en réseau. Vous ne voyez pas l'envers du décor, mais c'est un vrai plateau télé qu'il a mis en place. Donc merci Kevin pour nous avoir aidés à mettre en place cette belle séance. Je n'ai qu'un souhait, c'est bien évidemment vous retrouver en chair et en os dans cette belle salle. Voilà, croisons les doigts pour que cette situation sanitaire s'améliore vite et qu'on puisse repartager de beaux moments, de belles diffusions cinématographiques. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver. Et à bientôt. Merci à vous pour votre accueil. Oui, absolument. Merci bien. Je voudrais voir ce qui est marqué. Ah, il y en a.